Bonjour à tous. Il est climatologue, glaciologue, s'est vu décerner en 2002 la médaille d'or du CNRS, la plus haute distinction scientifique française. Il est depuis près de 20 ans membre du GIEC, le groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat, dont il est aujourd'hui le vice-président. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Pascal Pogam. Est-ce que l'expert du climat que vous êtes a déjà connu un typhon aussi dévastateur que celui qui vient de ravager les Philippines ? Pas directement, puisque il y a un typhon qui a eu des vents à peu près aussi rapides, aussi importants, de plus de 300 km/h en Australie, mais c'était dans les 60 ou 70, donc je commençais tout juste et je n'en ai pas la mémoire. C'est vrai que moi je travaillais sur la formation de la grêle avec ces grands cyclones, ces vents qui sont aussi de 200 km/h, mais vraiment des vents de 350 km/h, ça doit être extrêmement impressionnant avec des précipitations, cette vague de quelques mètres. Donc on comprend bien la difficulté de faire face à ces éléments complètement déchaînés, dans tous les sens du terme, les vents, les pluies, la mer qui arrive. Donc voilà, ce sont vraiment des circonstances exceptionnelles et toute notre question est de savoir si oui ou non nous l'attribuons au réchauffement climatique. Voilà, j'allais y venir. Est-ce que vous êtes en mesure de dire, quand vous êtes face à une catastrophe de cette ampleur, oui, on en est certain, elle est liée au réchauffement climatique? Pas encore, pas pour ce qui concerne ces événements. Les cyclones et les typhons, on observe une augmentation du nombre des cyclones, de l'intensité des cyclones dans l'Atlantique Nord. Je pense qu'avec ce dernier événement, on va aussi observer une augmentation de l'intensité des cyclones dans le Pacifique, des typhons, mais on n'a pas encore, on n'a pas suffisamment de recul pour affirmer qu'il y a un lien entre cette intensification des cyclones et le réchauffement climatique, quoique nous craignons que dans un climat plus chaud, eh bien, nous ayons des cyclones de plus en plus intenses et donc de plus en plus destructeurs. C'est vrai que pour les non-spécialistes, quand on pense au réchauffement climatique, on imagine immédiatement des terres arides brûlées de soleil. En fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément ça le scénario qui se profile. C'est plus de catastrophes naturelles et des dérèglements climatiques qui prendront éventuellement la forme de typhons. Oui, en dehors de cette augmentation de température qui est assez continue, qui pourrait atteindre, si rien n'était fait, 4 degrés, eh bien, il y a des événements, il y a des régions où au contraire il y a plus de précipitations, donc des risques d'inondations supplémentaires, d'autres où il y aura plus de sécheresse, moins de précipitations, et malheureusement c'est là où il n'y a déjà pas beaucoup de pluie que les précipitations vont diminuer. Ces grands cyclones, l'élévation du niveau de la mer, des problèmes liés à la santé, tous les secteurs seront touchés par ce réchauffement climatique si on ne soit pas capable de le maîtriser. Le GIEC dont vous faites partie, je le disais, a remis fin septembre son dernier rapport qui trace un certain nombre de scénarios et qui est plus alarmiste que jamais, puisque d'une part il annonce l'accélération de la fonte des glaces, il le confirme aussi très probablement la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Oui, ce rapport est très clair, il est clair dans... Nous réaffirmons que non seulement le réchauffement est sans équivoque, mais qu'il est sans précédent à l'échelle de quelques millénaires, et que les activités humaines en sont très certainement la cause, à plus de 95 chances sur 100, et on pense que l'essentiel du réchauffement des 50 dernières années est déjà lié aux activités humaines. Et surtout, nous redisons que si nous émettons des gaz à effet de serre sans faire, attention, sans lutter vraiment contre ces émissions, eh bien nous pouvons aller vers des réchauffements de 4 degrés en moyenne globale, voire 5 dans nos régions, et c'est quelque chose qui ne sera pas acceptable, auquel on ne pourra pas s'adapter. C'est bien ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de s'adapter à ce réchauffement climatique, ou est-ce qu'il est encore possible d'inverser la tendance? Il faut faire les deux, puisque le réchauffement est inéluctable. Cet objectif de 2 degrés, d'un réchauffement limité à 2 degrés, auquel tous les pays ont adhéré, c'est l'idée que si on sait limiter le réchauffement, on pourra s'y adapter. Mais il faut bien sûr s'adapter au réchauffement climatique qui est devant nous, et ça sera d'autant plus facile qu'il est limité. Et il faut aussi lutter contre le réchauffement climatique. Des réchauffements de 4-5 degrés on ne pourra pas s'y adapter. C'est bien ça le problème, parce que c'est dans la deuxième partie du XXIe siècle, mais c'est maintenant que l'action doit se mettre en place pour éviter, un tel scénario d'un réchauffement très important. Est-ce que le peu de réactions suscitées par le rapport du GIEC vous déçoit? Oui, toujours. Il y a quand même eu pas mal de réactions plutôt d'ailleurs très positives par rapport à ce rapport du GIEC, qui n'est que le premier élément. Nous aurons un élément sur les conséquences du réchauffement climatique, les impacts en mars, et plus sur les solutions en avril. Là, ce sont des éléments qui seront rédigés par des sociologues, des économistes, qui parleront des scénarios d'adaptation. En particulier pour les scénarios d'adaptation, mais aussi des gens qui regardent plus ces impacts du réchauffement climatique aux échelles locales et régionales, des économistes, des spécialistes de la santé, des spécialistes dans les solutions
l'évolution des différentes formes d'énergie. L'énergie jouera un rôle important puisque les 2 tiers de l'augmentation de l'effet de serre sont liés à notre utilisation des combustibles fossiles. Il faut bien voir que nous connaissons non seulement, quand on parle d'activité humaine, c'est un terme un peu pudique parce que c'est clair qu'au premier rang, c'est notre utilisation de pétrole, de charbon, de gaz naturel. Évidemment. Quand je parlais du peu de réaction, je voulais dire, évidemment, le rapport a suscité, sur le plan des émotions, une réaction immédiate, mais pas de traduction concrète au niveau politique, pas de décision enclenchée, pas de grandes annonces de ce point de vue. Pour le moment, non. Évidemment, notre rôle, nous, c'est, je crois, de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils prennent leurs décisions nous l'espérons de façon la plus efficace possible. La conférence de Varsovie qui se déroule actuellement est plutôt une conférence de transition. L'étape qui est devant nous, disons l'objectif de la conférence de Paris en 2015, et c'est très important que pour les négociateurs français déjà de s'y impliquer actuellement, c'est de mettre sur pied un accord pour l'après 2020 qui, si tout va bien, devrait impliquer tous les pays de la planète, ce qui n'est pas le cas pour l'accord du protocole de Kyoto, et dont on espère qu'il serait suffisamment ambitieux pour limiter le réchauffement climatique. Ça sera très dur de le limiter à 2 degrés, mais disons, si on pouvait tout faire pour limiter ce réchauffement climatique et vraiment le stabiliser, c'est important, je crois, pour un développement harmonieux de notre civilisation. Est-ce que vous sentez le pouvoir actuel très impliqué dans ces négociations sur le climat ? Oui, parce qu'il y a une forte présence. J'ai eu le plaisir de remettre avec des collègues ce rapport du GIEC au président de la République en main propre, de la transition énergétique qui sont beaucoup intéressés. Il y a un intérêt très fort, en particulier dans cette perspective de l'organisation de la conférence 2015 à Paris. Donc je crois qu'il y aura une forte implication certainement sur les 2 prochaines années de nos gouvernants et de nos décideurs, à la fois non seulement politiques mais aussi économiques, c'est très important. Toutes les entreprises s'y engagent dans cette perspective de la conférence 2015. Vous avez fait partie du comité de pilotage du débat sur la transition énergétique. Qu'avez-vous retenu de cette expérience ? D'abord, je pense que le format de ce débat était très intéressant avec des collèges. J'avais déjà fait un peu cet exercice dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Ce que j'en retiens, ce sont quand même beaucoup de propositions de consensus entre les entreprises, mais aussi de certains points vraiment d'achoppement sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. Ça a été le cas du nucléaire, le cas du gaz de schiste, ou encore cette conséquence d'une diminution de la consommation énergétique d'un facteur 2 si on veut atteindre les objectifs de la feuille de route de François Hollande. Mais au-delà de ces points, d'achoppement, il y a eu quand même beaucoup de consensus sur l'efficacité énergétique, sur le développement des renouvelables. C'est extrêmement positif. Ce que nous avions défini, qui n'était pas des recommandations, mais une liste d'enjeux, a été pris par François Hollande dans son discours. Maintenant, là aussi, il faut passer aux actes au niveau français, pas seulement au niveau international. Il y a des mesures à prendre en France pour effectivement conduire cette transition énergétique, et c'est maintenant qu'il faut la faire. Il ne faut pas la faire dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est maintenant qu'il faut la mettre en route. Merci beaucoup, Jean Jouzel. Merci Pascal Pogam.